Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10 à 11, les nouveaux chemins sont réalisés par Midia Portis-Guérin et Johan Richard Dufour à la technique. Ils sont préparés par Anne-Catherine Lochard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Jacques Bouvresse et le philosophe Jean-François Bronstein qui vont nous parler de Georges Canguilhem. Aujourd'hui donc, nous allons partir à la rencontre de Georges Canguilhem, né en 1904 à Castelnaudary et mort en 1995 à Marly-le-Roi. Pour toute une génération de Normaliens, ce médecin et philosophe issu d'un milieu paysan était surnommé le Kang. Il nous est donné de mieux connaître aujourd'hui cette figure mythique de la philosophie française grâce à la publication de ses écrits de jeunesse 1926-1939 qui compose le premier tome de ses œuvres complètes. Il y en aura 6. Quel plaisir de partir à la découverte de ce Canguilhem perdu, auteur d'une centaine d'articles parus dans la revue d'Alain, Libre Propos, d'un essai sur le fascisme et les paysans, d'un traité de logique et de morale, de discours de circonstance. Ce Canguilhem, avant Canguilhem, préfigure par bien des côtés l'homme de la maturité. La belle préface de Jacques Bouvresse et les présentations d'Yves Schwartz et de Jean-François Bronstein, ainsi que celles de jeunes chercheurs, permettent d'apprécier à sa juste valeur la trajectoire du jeune et fougueux Canguilhem. Ennemi déclaré de la conception déterministe du milieu défendue par Taine, 1828-1893, et Barès, 1862-1923, rétif à la psychologie, à la sociologie, voire à l'histoire, il fustige dans ses textes ceux qui se soumettent aux faits parce que le fait traduit non pas ce qu'on fait, mais ce qu'on ne fait pas. Cet idéalisme, ou plutôt ce radicalisme à la manière d'Alain, son maître, est tempéré par une insatiable curiosité intellectuelle, un goût prononcé pour la pédagogie et l'activité toujours reconduite du jugement. Nous avons donc invité le professeur Jacques Bouvresse et Jean-François Bronstein pour qu'ils nous éclairent sur ce Canguilhem avant Canguilhem. Le plus banal ici risque d'être le plus profond. Je dirais donc, comme tant d'autres, la jeunesse, c'est la vie rêvée, mais dans un sens bien différent. Non, la jeunesse n'est pas l'âge heureux. Fort heureusement du reste, car rien n'est plus bête en un sens que le goût du bonheur. Dire que c'est la vie rêvée, c'est dire que c'est la vie telle que doit à un moment cela représenter un vivant qui se sait vivant. Ce savoir ne peut être qu'un faux savoir, étant le savoir de ce qui n'est plus, et la vie est rêvée comme un regret, ou le savoir de ce qui n'est pas encore, et la vie est rêvée comme un projet. Ce savoir est donc un mythe. Je vous ai dit tout à l'heure, la jeunesse ne sert à rien. N'entendez pas par là, je vous prie, que la jeunesse n'a pas de prix. Bien au contraire. Elle est sans prix car elle est la valeur de la vie. Si la fin de la vie était simplement de se reproduire, on pourrait très bien concevoir une multiplication d'organismes homogènes quant à leur potentialité et à leur âge biologique. Mais le fait que chaque individu humain soit capable de se représenter sous le nom de jeunesse, sous la forme du mythe de la jeunesse, une chance et une responsabilité de nouveauté, cela doit suffire à nous faire entendre que la vie est au fond poésie, c'est-à-dire création. Bonjour Jacques Bouvresse, vous êtes professeur émérite au Collège de France. Vous avez bien connu Georges Canguilhem et vous avez écrit une très longue préface pour le début de ses œuvres complètes dont on a déjà un peu parlé sur France Culture, puisque Jean-François Bronstein, qui est en face de vous, en a parlé au journal de François Noudelman dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance.
la semaine passée. Et Jacques Bouvresse, je suis très heureux de vous recevoir et très heureux de vous entendre sur Georges Canguilhem, parce que, bon, c'était un peu aussi une surprise. Je savais que, comme certains, que vous l'aviez connu, mais c'est vrai que vous avez pris un trajet qui n'est pas celui de votre maître. Vous êtes intéressé à la philosophie du langage, au positivisme logique et à des philosophes que Canguilhem fréquentait peu. Néanmoins, vous êtes resté un fidèle ami à Georges Canguilhem. Oui, je conçois que certains lecteurs sont un peu surpris d'abord qu'on ait confié au moins la responsabilité morale, à défaut peut-être de la responsabilité intellectuelle de cette édition de ces œuvres complètes, et puis ensuite, disons, de la proximité dans laquelle j'ai été par rapport à Canguilhem. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai eu la chance de réussir à pénétrer dans son intimité, ça serait très excessif, mais je pense qu'à la fin, effectivement, il y a dû y avoir entre nous des relations qu'on pourrait qualifier, en tout cas lui-même, je pense, l'aurait fait de relations d'amitié. Donc je l'ai connu d'abord alors qu'il occupait la position du maître redouté, et il était véritablement redouté, ça n'a rien d'une façon de parler. Début des années 60. Voilà, début des années 60. Premier cours. Voilà. Et puis, donc, j'ai passé l'agrégation à un moment où il était président du jury, donc en 1965. Et nos relations ont commencé à devenir un peu plus familières, je crois, pendant les événements de 68. Et puis, dans les dernières années de sa vie, alors là, carrément, je l'ai connu d'un peu près, pour autant que c'était possible. Mais vous avez raison de souligner que j'ai été un de ses élèves, qui est la plupart du temps ignoré. Je ne suis pas mentionné habituellement comme un élève de Canguilhem, alors que j'ai été vraiment un de ses élèves et que je lui dois énormément. Je le considère vraiment comme un de mes maîtres les plus importants. Il y en a deux autres qui sont également importants. C'est Jules Villemin et Gilles Gaston Granger, mais Canguilhem figure réellement parmi les maîtres envers lesquels j'ai une dette considérable. Et cela, comme vous l'avez dit, en dépit du fait qu'effectivement, je me suis occupé de choses tout à fait, disons, sensiblement différentes. De ce dont il s'occupait lui-même, plus particulièrement Pour autant que je me sois occupé de philosophie des sciences, je me suis occupé surtout de philosophie de la logique et des mathématiques, qui n'était pas du tout sa spécialité, bien sûr. Un point commun entre vous, vous êtes issus, tous deux, de milieux paysans. Et alors, quelle belle photo, hein. Oui. Georges Canguilhem et sa charrue dans les années 30, qui ouvre ce recueil de textes. Oui, je pense que c'est une des choses qui ont contribué à nous rapprocher, parce que c'est une des choses qu'il savait au moment où j'ai passé l'agrégation. Il savait que je sortais du monde paysan, et je ne sais pas si pour aller jusqu'à dire que ça créait à ses yeux une espèce de préjugé favorable, mais c'est vrai que c'était un peu ça. Et donc, oui, j'ai trouvé très émouvante cette photo, parce que j'ai encore connu quand j'étais enfant. Moi, je suis né en 40, donc vous voyez, il y a une sérieuse différence d'époque entre nous deux. Mais j'ai encore connu les labours faits avec des attelages de bœufs, quoique, ils étaient quand même remplacés assez largement par les chevaux, qui étaient nettement moins puissants, mais beaucoup plus maniables, heureusement. Puis après, début des années 50, il y a eu les tracteurs ont commencé à prendre progressivement la place aussi bien des chevaux que des bœufs. Donc, oui, par exemple, petite anecdote, quand je lui ai dit que je savais faucher à la faux, ce qui était devenu assez rare, même dans le monde paysan. Évidemment, là, j'ai eu le sentiment que j'étais encore un peu remonté dans son estime. Ah, vous étiez monté en grade. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre juste de citer une phrase de lui, parce que je trouve très importante pour comprendre cet aspect de sa personnalité. Il dit dans un article de 1931, qui est consacré au problème du suicide, les problèmes des causes du suicide. Et ça, c'est un vrai problème, si vous voulez, la fréquence des suicides dans les mondes paysans. Je ne sais pas ce qu'elle pouvait être à l'époque, mais actuellement, c'est un véritable problème. Il dit il y a chez le paysan à la fois moins d'espoir grâce à la vue directe de ce que l'homme doit subir, et en même temps plus de justesse dans l'appréciation des possibilités humaines, toujours estimées conformément à une tradition moyenne. Et un peu avant, il dit je proposerai de définir l'esprit paysan comme celui dans lequel la chose l'emporte sur l'homme.
Et ça, c'est très frappant chez lui, parce qu'il y a toujours cette préoccupation pour les choses et pour le concret, hein, qui a probablement joué un rôle dans sa décision d'étudier la médecine. Hein, donc il se méfie. Par exemple, cet article se termine par une remarque sur le positivisme. Il dit « Je ne doute pas que la méthode positive soit plus modeste et plus sûre, mais porte-t-elle jamais sur autre chose que des abstractions ?» Donc je pense qu'il avait tendance, en tout cas pour son propre compte, à mettre en rapport cette préoccupation pour les choses, la prise en considération sérieuse et constante du degré auquel on dépend des choses, qui est considéré comme étant une caractéristique de l'esprit paysan. Mais ça se combine évidemment chez lui aussi, vous y avez déjà insisté, avec cette idée également tout à fait cruciale que il ne faut jamais accepter les choses telles qu'elles sont. Hein. Ils sont là, en quelque sorte, comme une sorte de défi qu'il faut accepter d'affronter. Et il faut essayer constamment de les changer. Jean-François Bronstein, bonjour. Bonjour. Vous avez ouvert le livre, donc, là où se trouve cette photographie qui date précisément de quelle année ? Elle doit être de... Elle n'est pas datée. Elle n'est pas datée. On est là. 26, je pense. 26. Parce que moi, je me souviens de conversations avec Georges Canguilhem où il évoquait les premiers tracteurs Ferguson qui arrivaient à la ferme. Alors là, oui, effectivement, je me suis trompé tout à l'heure, qui sont arrivés dans les années 30 et plus tard. Et en 26, là, il n'y avait pas encore les tracteurs, Jean-François Bronstein. Oui. Alors, ce Canguilhem paysan, rappelons peut-être d'ailleurs les dates de Georges Canguilhem, parce que j'ai oublié de 1904-1995. Donc, et ce Canguilhem paysan, enfin l'idée de ce volume, alors qui est d'ailleurs une œuvre collective, je le précise, c'est-à-dire que Yves Schwartz l'a co-dirigé avec moi, et deux jeunes chercheurs, Michael Ecamelli et Xavier Roth, ont présenté deux des textes, et ça s'inscrit au sein d'une édition complète des œuvres, qui va de pair, je dirais aussi, avec un aspect très intéressant pour les chercheurs éventuels, c'est le don par la famille de Georges Canguilhem de ses archives au CAFES, et donc on a dans une seule immense pièce l'ensemble des travaux, des livres, des projets, des manuscrits de Canguilhem, et donc nous n'avons publié comme il le voulait que ce qui a déjà été publié, mais c'est quand même une surprise, je pense, pour beaucoup de lecteurs, puisque en fait tous ces textes avaient été oubliés complètement depuis leur publication. Et donc moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que je m'étais demandé, puisqu'il a publié Le Normal et le Pathologique, sa thèse de médecine en 43, qu'est-ce qu'il avait fait avant, puisque je ne voyais mal Canguilhem inactif ou ne publiant pas, et donc grâce à la bibliographie publiée par Camille Limoges, un spécialiste canadien de Canguilhem, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de choses. Et alors lorsqu'on a fait le sommaire de cette édition, on s'est rendu qu'il y avait en fait compte qu'il y avait près d'une centaine d'articles, de livres, des conférences, des discours, etc. Et ce sont des choses très diverses. Et là, effectivement, je dirais que le goût pour le concret dont parlait Jacques Beauvresse tout à l'heure se manifeste à chaque page. C'est-à-dire qu'on voit, il peut y avoir aussi bien un compte-rendu de pièces de théâtre, des comptes-rendus de lecture, des articles quasi politiques. Une curiosité intellectuelle inouïe. Absolument, c'est ça qui est très fascinant. Et en même temps, c'est pas une espèce de dilettantisme, c'est qu'au contraire, sur chaque sujet, il essaie d'aller très profond dans l'analyse. Bon, le meilleur exemple est sans doute la brochure sur le fascisme et les paysans, qui va de pair avec une enquête qu'on appellerait aujourd'hui de terrain, extrêmement poussée auprès de correspondants paysans pour savoir quelle est la situation dans telle ou telle région de France, puisqu'il s'agit de combattre le fascisme, mais de chercher le bon moyen pour combattre le fascisme. Et de ce point de vue-là, les analyses de Canguilhem s'opposent au fond à la vision marxiste assez schématique de la paysannerie comme un sac de pommes de terre, enfin bon, qui est l'idée habituelle. Le mépris paysan de la paysannerie par Marx, c'est pas du tout le point de vue de Canguilhem, qui essaie de comprendre en quoi effectivement la paysannerie a tel ou tel type de préoccupation et comment on peut lui parler pour essayer de la détourner du fascisme. Et donc il y a toute une série d'exemples qui illustrent en gros. À l'époque, tout le monde disait, tous les philosophes disaient, il faut aller vers le concret. C'était le titre d'un livre de Jean Val, et au fond, le seul philosophe réédité récemment, effectivement, et qui, à mon avis, c'est le seul qui soit allé vers un véritable concret, c'est-à-dire la médecine, une technique particulière, alors que jusque-là on parlait de philosophie de la technique ou d'aller vers le concret. Lui, il a fait sa médecine et il est parti ensuite de cette technique très particulière pour développer sa philosophie. Eh bien, écoutons une archive d'où Françoise Duroux nous parle du premier texte de ce recueil qui était paru dans la revue de Genève en 1926, premier texte de Georges Canguilhem. C'est un texte qui est paru donc dans la revue de Genève en 1926 et qui comportait l'interview de 3 jeunes normaliens, Raymond Aron, Georges Canguilhem et Daniel Lagache. Il dit « Il faut que la jeunesse soit impertinente,
dédaignant ceux qui se croient prédestinés à faire de force le salut des hommes et se donnent l'air de porter en eux une création. Et ça, c'est lié aussi, en fait, à une position sans doute politique de Georges Canguilhem, qui dit déjà dans ce texte quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit: il faut du courage pour s'y tenir, dans une position active et féconde, mais on est dans un parti comme on est dans une chemise. Tous les partis, qu'ils soient extrêmes ou non, sont des positions stables et un lieu de repos. C'est le domaine de l'inertie. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué. Cette exigence de position déliée intellectuellement, politiquement, éthiquement. Jacques Bouvresse. Alors ce premier texte, c'est vrai qu'il est à la fois frappant par ce qu'il dit de la jeunesse, on en a déjà un peu parlé, mais il y a une phrase qui m'a vraiment étonné, c'était ce texte de 1926. Georges Canguilhem dit: je pense que si ce qu'on appelle génération qui vient a quelque chose à faire, c'est bien de tuer l'idée de génération. Et voilà le problème le plus urgent, dit-il, à résoudre dans l'ordre de la pensée aussi bien que dans celui de l'action. C'est un texte très, très ferme, hein, très... Oui, mais je ne suis pas certain de bien comprendre ce qu'il entend par tuer l'idée même de génération qu'il a eu alors lui-même, une jeunesse qui constitue presque le paradigme de ce qu'on peut appeler une jeunesse impertinente, même un peu plus que ça, une jeunesse rebelle carrément. Bon, on a l'impression que ça se manifeste d'une multitude de façons, bon, ne serait-ce que par exemple dans son hostilité au militarisme, la préparation militaire à l'école normale supérieure. Et là, sur ce point, là d'ailleurs, il est vraiment un disciple d'Alain, hein, parce que la théorie d'Alain, c'est qu'il faut toujours être l'ennemi de tous les pouvoirs. Le pouvoir étant votre ennemi par définition, hein, le pouvoir, il cherche toujours à vous voler, à vous tromper, etc. Donc il faut toujours être dans une position de défense par rapport au pouvoir. Donc il a eu lui-même incontestablement une jeunesse qui correspond tout à fait à l'idée qu'il propose de ce que doit être la jeunesse. Mais quand il parle de tuer l'idée de génération, la réaction normale d'une génération, c'est de s'en prendre à la génération précédente et de lui dénier toute espèce de droit à exister, hein, c'est-à-dire de chercher à l'évincer pour se mettre à sa place. Alors, peut-être que Jean-François Bronstein comprend mieux que moi. Il y a une note, en tout cas, sur cette question. Non, je pense que effectivement, c'est un petit peu énigmatique, mais la critique de l'idée de génération, c'est une critique de l'idée d'histoire. Au fond, l'idée que les engagements devraient changer avec le temps. Or, selon lui, les valeurs sont toujours les mêmes. Et donc, jeunesse, vieillesse, cela n'a pas de sens. L'idée, c'est de rester fidèle à des valeurs. Alors, il critique d'ailleurs dans un autre texte l'idée de moment, aussi l'idée qu'il y aurait un moment philosophique où il faut faire ceci, au moment où il faut faire cela. Pour lui, il y a des valeurs qui sont éternelles. Alors, en même temps, c'est aussi un moyen dans ce texte de critiquer, de réfuter d'une manière assez impertinente la question qui lui est posée par cette revue de Genève. Et il dit que cette question est mal posée d'une certaine manière. L'idée de génération n'a pas de sens. C'est pour aussi, ce texte est très intéressant, je pense, mis en parallèle avec ceux de Lagache et d'Aron que nous avons reproduits à la fin du volume, puisque au fond, ils sont très jeunes, ils ont 22 ans à peu près, à peu près, et on voit en germe d'une certaine manière tout le caractère de chacun d'entre eux. C'est-à-dire Raymond Aron, très sérieux, socialiste, modéré, étudiant la question politique. Lagache, très exalté et faisant l'éloge du psychiatre comme celui qui va révolutionner la société, qui va instaurer un nouveau pouvoir spirituel. Et Canguilhem qui d'une certaine manière refuse la manière dont est posée cette question et récuse l'idée qu'il y a un temps pour tout, qu'il y a une génération comme ci, une génération comme ça. Selon lui, il y a des valeurs qui s'imposent quelle que soit la génération. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de prendre ses distances vis-à-vis de l'histoire des idées ou l'histoire littéraire à la Albert Thibaudet, par exemple, dans la mesure où l'histoire littéraire par génération, c'est vraiment l'histoire d'Albert Thibaudet, qui peut d'ailleurs, génération romantique, génération naturaliste, génération ceci, etc. Peut-être qu'il a croisé aussi dans ses lectures dans tous ces textes, Lançon et Thibaudet. Quoi. Mais dans tous ces textes, il y a souvent une critique de l'idée même d'histoire, c'est-à-dire l'idée d'histoire comme ça, ce qui est donné. En parlez, on voit ça apparaître notamment dans les histoires
l'histoire de la Première Guerre mondiale, où il met en avant, par exemple, l'histoire d'Isaac, de Jules Isaac, qui est une histoire problématisée, qui n'est pas une histoire qui se prétend objective. Il s'agit de poser un certain nombre de questions à l'histoire. Alors, pour qui connaît la suite de l'œuvre de Canguilhem, c'est-à-dire son œuvre d'historien des sciences, on voit que cette critique des faits historiques est quelque chose qui sera repris dans la suite de son œuvre. Et effectivement, de ce point de vue-là, l'histoire littéraire à la Thibaudet serait effectivement avec les générations romantiques, etc. C'est sans doute effectivement une bonne explication. Mais Jacques Bouvresse, vous qui connaissiez le Georges Canguilhem, historien des sciences, philosophe de la médecine, voire de la biologie, qui vous avez dédicacé son livre sur idéologie et rationalité dans les sciences de la vie, en vous signifiant que vous étiez au-dessus, des idéologies, et vous êtes d'ailleurs très modeste, et vous dites j'en suis pas si sûr que cela. Qu'est-ce que vous avez appris, disons, ou découvert de Georges Canguilhem en lisant ses écrits de jeunesse? J'ai appris une quantité de choses sur sa jeunesse précisément, que nous ignorions presque complètement, parce que il en parlait extrêmement peu. Par exemple, j'ai découvert la façon dont il est devenu un disciple d'Alain. Il m'a raconté que, parce que pour évoquer très brièvement l'épisode que j'ai rapporté, j'ai découvert qu'il avait été élève d'Alain après une remarque un peu ironique que je m'étais permis de faire sur Alain. Il faut dire que j'avais été élève de Jean Laubier, donc qui était un des élèves lui-même, un élève et disciple d'Alain. Donc j'avais beaucoup entendu parler d'Alain pendant les 2 années que j'ai passées en Cogne, au lycée La Canale. Et comme je l'indique dans la préface que j'ai rédigée, Alain n'était pas le genre de philosophe que nous apprécions particulièrement. Il y a au moins 2 raisons à ça. Si vous voulez, d'une part, le fait qu'il représentait la philosophie du radicalisme, dont vous pouvez vous douter qu'il n'était pas en odeur de sainteté du point de vue politique, pour notre génération, si on peut se permettre de continuer à utiliser le terme de génération. Et puis l'autre raison, évidemment, c'est le fait qu'il y avait tout de même un nombre assez important de disciples et d'héritiers spirituels d'Alain qui avaient été tentés, mais même un peu plus que ça, par la collaboration. Donc, si vous voulez, Alain n'était pas un auteur très considéré. Et c'est là que Canguilhem m'a dit que lui, au contraire, il avait une dette considérable envers Alain. J'avais entendu vaguement parler de ça, mais je n'imaginais pas, si vous voulez, que sa dette avait été aussi importante. Donc, j'ai appris énormément de choses sur cet aspect de la formation du jeune Canguilhem. Donc, la dette qu'il avait envers Alain. J'ai appris aussi, évidemment, une chose que j'avais probablement sous-estimée, plusieurs, mais une que j'avais probablement sous-estimée, c'est le fait qu'il avait non seulement une culture philosophique extraordinairement étendue et diversifiée, mais également une culture littéraire, parce qu'il y a un bon nombre de comptes rendus, par exemple, qui sont consacrés à des œuvres littéraires. Donc, j'avais connu, à partir des années 60, un Canguilhem qui, pour les gens de mon âge, était essentiellement un philosophe des sciences, ou si on préfère dire les choses ainsi, un épistémologue, qui sortait assez rarement dans ses cours, de ce champ-là. Et puis là, on découvre un Canguilhem qui est au fond beaucoup plus proche de ce qu'on aurait pu appeler à l'époque quelqu'un qui pratiquait la philosophie générale, avec alors une importance vraiment étonnante qui doit être accordée, je pense que Jean-François Bronstein sera de mon avis, à la philosophie des valeurs, dont on peut même se demander, tout compte fait, si c'était pas ça qui était le plus important, et qui, d'une certaine façon, l'est peut-être resté, si vous voulez, même jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il y a cette question des valeurs qui est pour lui absolument cruciale, et il a également cette tendance à attribuer à la philosophie la tâche consistant à arbitrer le conflit entre les valeurs et à établir la hiérarchie des valeurs, ce que la science ne peut en aucun cas faire. Jean-François Bronstein. Oui, c'est effectivement un point tout à fait important, l'opposition entre faits et valeurs qui traverse toute la pensée de Canguilhem du tout début jusqu'à la fin. Pour ma part, moi, ce qui m'avait conduit à m'intéresser à ces textes, c'était au fond le caractère, le style très tonique, voire polémique, voire assez agressif de certains textes de la maturité. Qu'est-ce que la psychologie ou qu'est-ce qu'un philosophe en France aujourd'hui, dont je me souviens qu'il avait prononcé devant la Société Cavaillès, où il avait... Alors ça, c'est un texte des années 90. C'est un des derniers textes. C'est un des derniers textes. Précisons alors pour les auditeurs, c'est une réponse au livre de Alain Etchegoyen, oui, qui était passé à la télévision française, je crois,
l'émission de Bernard Pivot, qui avait écrit un livre qui s'appelait Les entreprises ont-elles une âme? Et c'est une réflexion qui vous est chère aussi, Jacques Bouvresse. C'est une méditation, effectivement, aussi sur le fait pourquoi tout d'un coup, dans un article de journal, dans Le Monde en l'occurrence, on se met à écrire philosophe-écrivain et non pas philosophe tout court. Et ça avait, Et pour ça le moins, avait agacé. suscité, je me souviens du tonus lors de cette conférence, et Jacques Bouvresse s'en souvient aussi. Et donc, moi, ce que je me demandais, c'est au fond, pourquoi un historien des sciences est-il aussi polémique sur certains points, aussi tonique, je le dirais. Et on se rend compte finalement en lisant ces textes de jeunesse que les motifs des choix de ces sujets et les motifs de ces engagements sont très précoces et ne sont pas scientifiques, mais répondent effectivement à un refus de ce qu'il appelle quelquefois le déterminisme par le fait, l'obsession du fait. Et donc, il m'a semblé que certains des thèmes, par exemple, qui sont au cœur de l'œuvre de la maturité, par exemple le fameux article sur le concept de milieu, ou les articles sur la psychologie, reprennent finalement des critiques de jeunesse où il explique que, notamment dans le discours de distribution des prix contre Barrès et Taine, que penser un homme par ses racines, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Il cite d'ailleurs dans des manuscrits un passage de Brunswick qu'il note avec approbation. Si l'on pense que l'on a des racines, c'est qu'on est une plante, dit-il. Et donc c'est effectivement critique très violente de ce point de vue, critique de la psychologie behavioriste ou pavlovienne. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, à la fin de sa vie, dans l'œuvre de la maturité, il va démontrer au fond que ce qu'il avait dit être injuste est en même temps quelque chose qui est faux du point de vue scientifique, c'est-à-dire que la conception déterministe du milieu est réfutée par la géographie humaine, par l'éthologie, etc. La psychologie behavioriste est également réfutée d'un point de vue scientifique. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir ce passage, effectivement, du fait à la valeur. Il y a l'autre aspect, je dirais, très, très novateur dans ce volume, c'est qu'en fait, la question dont parlait Jacques Bouvresse tout à l'heure, c'est-à-dire le devenir souvent collaborationniste des disciples d'Alain parce que pacifiste, on voit bien dans ce volume que Canguilhem est très pacifiste, voire ultra-pacifiste au début, et à un moment donné... Très antimilitariste. Voilà, très antimilitariste, très pacifiste, et à la fin, en 39, dans le dernier texte du traité de logique et de morale, il dit il faut choisir contre la barbarie, en gros. Et ce que l'on comprend, je crois, mieux à travers ce livre, c'était une énigme pour beaucoup d'entre nous, c'est à quel moment ça bouge. Et donc le moment où ça bouge, c'est le moment où il décide au fond de faire une analyse, je dirais, politique ou historique réelle de la situation, et il se rend compte que le fascisme, ce n'est pas simplement ce n'est pas simplement la guerre en général, c'est le refus de l'humanité dans ce qu'elle a de plus essentiel. Écoutons à nouveau Georges Canguilhem parler de la jeunesse. Sur l'identification de la jeunesse et de la santé, il faut s'entendre. On n'en doit pas conclure que la vieillesse est une maladie. La vieillesse est un âge qui a son équilibre, ses normes de vie et sa santé spécifique. Quant à la jeunesse, elle paie son tribut à tant de maladies contagieuses qu'on pourrait sans grave paradoxe la tenir pour le stade pathologique de la vie. Tout compte fait, si l'immunité est une acquisition organique, une résistance après le coup, les adultes et les vieillards se trouvent en position plus favorable que les jeunes. Il n'en reste pas moins vrai que la jeunesse est identifiée avec la santé en général, en raison de ceci que la santé est l'expression d'une plasticité physiologique, d'un crédit vital qui se mesurent à l'ampleur des écarts que peuvent tolérer les normes d'adaptation de l'organisme à son milieu. Être jeune, c'est pouvoir vivre dangereusement, biologiquement parlant, c'est-à-dire pouvoir affronter des ruptures d'habitude et surmonter des crises d'adaptation. On reproche souvent aux jeunes d'abuser de leur santé, mais précisément la santé consiste à pouvoir abuser, à pouvoir mettre en question les normes usuelles de sa vie. Inversement, vieillir, c'est voir diminuer ses capacités biologiques de riposte et de substitution. Et mourir, c'est un petit peu comme rester sec le jour d'un examen. Le soleil fait éclore, cris joyeux et rythmes sonores, et tout le long des grands chemins, cheveux au vent, main dans la main, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse aura toujours raison. C'est la sève qui se lève et pousse à chaque saison. Dans sa ronde vagabonde, en avant elle mène le monde. La jeunesse, éternelle floraison. La jeunesse aura toujours raison. Et devant
machine, au champ, sur la mer, à l'usine, travaillant sans jamais faiblir, les yeux fixés vers l'avenir. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse aura toujours raison. C'est la scène qui se lève et pousse à chaque saison. Dans sa ronde, vagabonde, en avant elle mène le monde. La jeunesse, éternelle floraison. La jeunesse aura toujours raison. Vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance à l'occasion de la parution des écrits philosophiques et politiques de Georges Canguilhem, 1926-1939, qui viennent de paraître chez Vrin. Conversation à bâton rompu avec Jacques Bouvresse, professeur émérite au Collège de France, et Jean-François Braunstein, professeur de philosophie à la Sorbonne. Alors Jean-François Braunstein, du pacifisme à la résistance, bon, c'est un trajet également que vous évoquez, Jacques Bouvresse. Le rôle d'Alain dans la formation de Canguilhem est central. On vient d'écouter à nouveau cette archive de 1951 où Georges Canguilhem, là, le philosophe de la vie, je veux dire, nous parle de la jeunesse, mais peut-être faudrait retracer quand même un peu sa biographie. Donc, son entrée au lycée Henri IV se fait grâce à, disons, une recommandation de son professeur de latin de Castelnau d'Ary. Et c'est vrai que Jacques Bouvresse, là, je me tourne vers vous parce que il a souvent parlé lorsqu'il arrive au lycée Henri IV, de son sentiment de gêne et d'infériorité. Personnellement, moi, je me souviens, il m'a dit, mais oui, moi, Sartre et consorts, ils allaient toujours au cinéma et moi, il m'invitait jamais. Enfin, il me le proposait pas. Enfin, Jacques Bouvresse. Non, c'est exact. Je peux en parler un peu par expérience parce que j'ai connu bien des années après une expérience un peu semblable. C'était le brillant élève du collège de Castelnau d'Ary. J'ai regardé les fascicules de distribution des prix. Il avait tous les prix. Je veux dire, c'était visiblement l'élève exceptionnellement brillant qu'on a expédié. Bon, effectivement, c'est semble-t-il son professeur de latin qui s'appelait Monsieur Clos, qui est à l'origine de la découverte de Canguilhem. Mais il m'a raconté, je ne l'ai pas dit dans la préface, mais il m'a raconté que quand il est arrivé à Paris, il était muni d'une lettre de recommandation adressée au proviseur du lycée Henri IV. Je suis incapable de me souvenir si elle venait de M. Clos, donc du professeur de latin, ou du principal du collège, mais en tout cas, il est apparu presque immédiatement, quand il est arrivé au lycée Henri IV, que l'auteur de la lettre de recommandation lui avait dit qu'il connaissait le proviseur du lycée Henri IV. Il est apparu que le proviseur du lycée Henri IV n'avait jamais entendu parler de l'auteur de cette lettre de recommandation. Et Canguilhem, j'entends encore Canguilhem me dire, vous imaginez la façon, pour moi, de commencer, que ça représentait. C'est-à-dire arriver dans un lycée, on est muni d'une lettre de recommandation et découvrir que la lettre de recommandation n'est strictement d'aucune utilité. Donc il a eu certainement, et il le reconnaissait lui-même, ce complexe du provincial d'abord, en outre de l'élève d'origine paysanne, et ça, je pense que ça a dû continuer jusqu'à un certain point. Encore que là, il y a probablement eu un processus d'égalisation quand même qui a opéré quand il s'est retrouvé à l'école normale supérieure avec des gens comme Sartre et Rémoiron. Mais enfin, ça, oui, c'est quelque chose qui est réel, qu'il est resté, je pense. Il a toujours considéré que pour quelqu'un ayant ses origines sociales, accéder à l'université, accéder à un poste de professeur d'université, c'était quelque chose d'extraordinairement improbable. Il a toujours considéré ça comme une chance qu'il avait eue. Et il est toujours resté sur ce point, évidemment, particulièrement modeste. Si on aurait pu penser qu'après tout, il était en droit de penser qu'il avait pleinement mérité la position qu'il avait fini par occuper. Mais on a l'impression que par moment, il se posait la question de savoir si c'était réellement le cas. Point commun avec Pierre Bourdieu, quand même. Un peu, non ? Je sais pas. Je pense que, de ce point de vue-là, je pense que Bourdieu était peut-être un peu plus sûr de lui que ne pouvait l'être Canguilhem, en dépit de l'impression d'assurance que pouvait donner Canguilhem. Mais sous cet aspect-là, considéré sous cet aspect-là, si vous voulez, c'est-à-dire le parcours qu'il avait eu du point de vue social, c'était assez étonnant. Je me suis trouvé avec lui dans 2 ou 3 circonstances où j'ai eu l'impression très nette qu'il n'était pas du tout à l'aise, si vous voulez, dans des milieux où il aurait
il aurait semblé naturel pour lui d'évoluer, à commencer par le milieu universitaire. Hein. Il y a des moments où il ne se sentait pas vraiment chez lui. J'évoque cela parce qu'en dehors du fait que vous avez écrit récemment un article dans Le Monde sur Pierre Bourdieu, vous évoquez dans votre préface un déjeuner, je crois, avec Pierre Bourdieu et Georges Canguilhem au Balzar. C'est Wolf Le Pénis qui parle de ça, mais j'ai repris cette idée. En effet, oui, parce que, par exemple, vous faites bien d'en parler, parce que Bourdieu est un des élèves de Canguilhem qu'on mentionne rarement comme tel, à tort, parce que Canguilhem comptait, ça je peux en témoigner, ayant été aussi quand même relativement proche de Pierre Bourdieu, c'était une de ses références. Bourdieu m'a dit à un certain moment que il considérait que c'était ce qu'avait fait l'école d'épistémologie française était probablement ce qu'il y avait eu de mieux dans la philosophie française de l'époque, hein, c'est-à-dire celle dans le contexte de laquelle il avait été formé, et même encore après. Donc, et il se trouve, vous avez raison de le dire, que Bourdieu est aussi d'origine paysanne. Donc, il y a eu une espèce de sympathie naturelle qui s'est manifestée entre nous trois, si je peux me permettre de présenter les choses de cette façon. Jean-François Brunstein. Oui, d'où d'ailleurs le sérieux de Canguilhem quant à ce qu'est l'université. Il semble que effectivement pour lui l'université et le fait d'être professeur d'université, ce n'est pas quelque chose de négligeable. On s'en rend très bien compte lorsqu'on voit la manière dont il rédigeait, y compris ses cours dans le secondaire qui sont conservés aux archives du CAFES. Pour lui, il y a une tâche à accomplir en tant que professeur de philosophie, y compris dans l'enseignement secondaire, et il a travaillé d'une manière incroyable. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les archives de Canguilhem, la somme de travail réunie pour ses cours dans le secondaire ou dans le supérieur est quelque chose de tout à fait essentiel. Et il semblerait peut-être que les critiques qu'il a fait à certains de ses disciples au moment de 68 et la légèreté avec laquelle on a défait d'une certaine manière l'université traditionnelle est quelque chose de détruit, a-t-il dit. Détruit, effectivement. Alors, est-ce qu'elle a été prononcée, cette phrase? Vous avez détruit en peu de jours ou de mois ce que nous avons construit pendant 40 ans. Jacques Bouvresse, c'est une phrase de Georges Canguilhem en 68. Et dans quelles circonstances je n'ai pas... je l'ai lu plusieurs fois, cette phrase, vous l'avez lu comme moi. Oui, mais je ne sais pas. On n'est pas assuré que la phrase ait été prononcée, mais en même temps, je dirais que sa proximité avec Raymond Aron, par exemple, est le signe, au fond, peut-être de son attachement à l'université traditionnelle, parce que lorsque Aron et Canguilhem faisaient cours sur Auguste Comte dans 2 amphithéâtres de la Sorbonne, c'était des choses très sérieuses, c'était des gens qui prenaient très au sérieux leur métier de professeur d'université, et de ce point de vue-là, les critiques, je pense, qui ont été faites même par Sartre à l'égard de Raymond Aron à ce moment-là, me semble-t-il, n'ont pas dû être très appréciées par Canguilhem. Il les a très mal pris, voilà. ça je peux en témoigner. Alors parce qu'il y a eu... Raymond Aron, si je me souviens bien, a écrit à propos des événements 68 un livre intitulé « La Révolution introuvable », dans lequel, évidemment, il prenait violemment à partie les meneurs, en particulier du mouvement étudiant. C'était pas la position de Canguilhem. Canguilhem a réellement essayé de comprendre, il a sympathisé, il faisait l'effort, par exemple, d'assister aux assemblées générales, ce qui n'était pas une petite affaire, parce qu'il fallait être capable de supporter ça. Mais il y a eu une mise en cause absolument brutale et radicale de l'université qu'il a très très mal supporté. Ça, il me l'a dit. Et il a mal pris la mise en cause d'Aron par Sartre. Si je me souviens bien, Sartre a écrit à un moment donné à peu près ceci. Sartre rêvait d'une espèce de parodie de la révolution culturelle à cette époque-là, et il avait écrit quelque part on a vu Raymond Aron tout nu et on lui rendra ses habits quand il aura consenti à faire son autocritique. C'était à peu près ça. Alors là, Canguilhem était absolument indigné. D'abord, il y avait chez lui à chaque fois la réaction de solidarité à l'égard des collègues, ça c'était quelque chose de fondamental chez lui. Puis il y avait l'exigence de fidélité à l'égard de l'institution à laquelle on appartient, vers laquelle on a une dette importante. Et donc, oui, ça, c'est quelque chose qu'il a effectivement très mal pris, si vous voulez, le comportement de Sartre à ce moment-là. Mais comme je l'ai indiqué par ailleurs, il a toujours conservé une grande, je ne sais pas si on peut appeler ça une grande affection, mais c'est presque ça pour l'homme. Si vous voulez, le philosophe, ça c'est tout à fait autre chose. Vous en parlez dans votre préface, notamment vous le croisez peu de temps après la mort de Sartre. Oui, ça m'a frappé. Oui. Ça m'a frappé énormément. Parce que c'était pas il évoquait toujours sa générosité. Voilà, c'était pas uniquement la réaction de quelqu'un qui voit disparaître quelqu'un de sa génération et qui se dit ça sera sans doute bientôt mon tour, mais c'était la réaction de quelqu'un qui avait été affecté à titre personnel par la disparition de quelqu'un dont je ne pense pas qu'on pourrait dire que c'était un ami, mais pour nous c'était
pour moi, en tout cas, c'était surprenant. Parce qu'il y avait une telle distance entre la conception que Canguilhem avait de la philosophie et celle de Sartre, en particulier un désaccord total sur la question de l'engagement. C'est clair que Canguilhem se méfiait énormément de cette idée de juger une philosophie essentiellement sur ses implications politiques, de lui demander de s'engager constamment dans les questions des questions d'actualité. De ce point de vue-là, il avait manifestement changé quelque peu par rapport à la conception, aux conceptions qu'il avait défendues lui-même dans sa jeunesse. Mais il était très éloigné de ça. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'il parle de Sartre avec quelque chose qui s'apparenterait plutôt à de l'ironie, un certain mépris, etc. C'était pas du tout le cas. Il m'a toujours dit, Sartre, je peux vous dire, il vous aurait donné sa chemise, c'était l'expression qu'il utilisait. Il le voyait il le voyait comme quelqu'un d'extrêmement généreux. Et il ne voyait pas du tout 10 ans de cette façon. J'ai évoqué aussi cette... Vous en parlez. Jean-François Bronstein. Oui, ce qui est curieux, effectivement, c'est que pour ceux qui lisaient simplement les textes, à l'époque, Canguilhem intervient dans le débat entre Sartre et Foucault et prend très clairement la défense de Foucault lorsque on accuse le structuralisme de condamner à l'inaction, l'idée qu'une philosophie sans sujet ne permettrait pas d'agir. Canguilhem renvoie à l'exemple de Cavaillès, philosophe sans sujet, spinoziste, qui a participé à la résistance. Et ce sont des attaques, me semble-t-il, assez sévères quelquefois à l'égard de Sartre, sur la notion d'engagement, sur ce qui se prépare... qu'on retrouve dans le texte sur Jean Cavaillès. Absolument, qu'on trouve dans tous les textes sur Cavaillès, ça revient, et l'idée que ceux qui se préparent à écrire une morale se préparent à mourir dans leur lit, et que ceux qui font une morale, ils sont morts comme Cavaillès, ce sont des attaques assez sévères de Sartre, mais effectivement, Jacques Bouvresse confirme que du point de vue humain, du point de vue de leurs relations personnelles, ils sont restés très... bon terme, si l'on peut dire, même. L'article que vous évoquez s'appelait, Jacques si je me Bouvresse. souviens bien, Épuisement de l'homme ou mort du cogito, évidemment. Paru dans Critique. Paru dans Critique, oui. Canguilhem prenait très très nettement le parti de Foucault. Mais ça, je crois, je l'ai entendu d'ailleurs une fois ironiser de façon féroce à propos des gens qu'il appelait les enfants de Marie de l'existentialisme. Et ça visait le disciple de Simone de Beauvoir, si je me souviens bien. Absolument. C'était dans un texte sur Cavaillès également. Enfin. Et c'était dans un texte sur Cavaillès, oui. Non, ça c'est sûr que du point de vue philosophique, il n'y avait pas... Mais il avait quand même de l'admiration pour Sartre, même du point de vue philosophique, parce qu'il y avait le côté extraordinairement créatif de Sartre, évidemment, qui était quelque chose qui l'impressionnait, dans la mesure où lui était quelqu'un, probablement, il se percevait comme quelqu'un de plus lent, de plus méthodique, de plus artisan, si vous voulez comparer à Sartre. Donc, et il avait probablement un petit complexe. Jean-François Bronstein. C'est vrai que si on regarde la thèse de médecine, elle s'appelle dans sa version initiale « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique ». Et ce n'est que bien plus tard qu'il appellera la réédition le normal et le pathologique. Donc il y a une volonté effectivement de modestie et de ne pas développer une philosophie des normes directement, mais de réfléchir sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Écoutons Alain Badiou évoquer la figure de Georges Canguilhem le 11 janvier 1993. Je crois qu'il faut se souvenir que les philosophes dont la formation remonte aux années 20 en France sont d'abord pris dans un champ dont les deux bords, si je puis dire, sont Bergson et Brunswick. Donc, d'une part, un élément qui s'appuie sur le projet d'une philosophie de la vie ou d'une généralisation de la philosophie de la vie, et d'autre part, une philosophie de l'histoire intellectuelle de l'humanité dont la mathématique est le centre ou le paradigme. Je crois que tout l'effort de cette génération va être à la fois de se situer dans cet écart et en même temps de le transformer ou d'en sortir. Et Canguilhem est un des exemples de cet effort. Cela va donner effectivement une entreprise, à mon sens, assez tendue et plus paradoxale qu'il n'y paraît, derrière, si je puis dire, l'extraordinaire sérénité érudite de Canguilhem et toutes les anecdotes que nous nous racontions sur sa capacité à citer à l'appui de telle ou telle thèse un texte du XVIIIe siècle dont il considérait qu'il était extraordinaire que nous ne le connaissions pas, mais qu'il était généralement le seul à connaître. Derrière tout cela, il y a une tension, il y a un paradoxe que Étienne Balibar rappelait tout à l'heure, et qui est le suivant. Il y a chez Canguilhem une forte tendance conceptuelle, intellectualiste, rigoureuse,
une filiation explicite de type cartésien. Il a beaucoup pensé à partir et à propos de Descartes. Mais il y a d'un autre côté une référence paradigmatique à la vie dont il va s'efforcer de débrouiller d'un bout à l'autre de sa vie l'intelligibilité. Alors, le jeune Canguilhem est-il le précurseur de lui-même? C'est évidemment une question qui traverse ce volume. Est-ce qu'on peut y répondre de façon univoque? Jacques Bouvresse, comment le jeune Canguilhem deviendra-t-il ce philosophe de la vie, cet historien des sciences, ce médecin? Parce que rappelons quand même que sa décision de faire des études de médecine précède la guerre et donc se trouve pris dans ses écrits. Là, c'est un peu dommage que nous n'ayons pas parmi nous Yves Schwartz, parce que c'est lui probablement qui aurait pu parler avec le plus de compétences de cette question. Et de toute façon, Jean-François Bronstein est plus qualifié que moi pour y répondre. Mais il y a une simple remarque que je voudrais faire, comme quelqu'un qui, au fond, est d'une grande ignorance sur ce genre de questions. Ce qui me frappe, et j'ai un peu évoqué cet aspect du problème dans la préface que j'ai rédigée, c'est que si on considère ce qu'on appelle la philosophie de la vie, la Lebensphilosophie, qui a occupé une position extraordinairement dominante en Allemagne pendant un bon nombre pendant plusieurs décennies, et qui était dans cette position à l'époque où Canguilhem a fait ses études. Il y a un contraste frappant, si vous voulez, entre d'un côté la philosophie. Alors les grands représentants de la philosophie de la vie sont des gens comme Nietzsche, Bergson, Spengler, etc. Ce qui est frappant, c'est le fait qu'il y a d'un côté tous ces philosophes qui se disent philosophes de la vie, qui utilisent la vie comme concept et comme norme suprême. Hein, si vous voulez, la vie, c'est le symbole de tout ce qui doit être défendu, valorisé. Et donc la vie est utilisée au fond comme un mot d'ordre, comme un slogan, etc. Puis de l'autre, il y a quelqu'un comme Canguilhem qui décide de s'intéresser à ce que la science a à dire sur la vie, et de le faire de façon très concrète et très, très précise, en faisant des études de médecine. Alors c'est si vous voulez, là, je crois réellement qu'il y a quelque chose... Un supplément de contingence, il y a quelque chose qu'il faudrait expliquer, oui. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a adopté? Parce qu'il aurait pu, après tout, lui aussi, se mettre à donner, si vous voulez, dans cette espèce de célébration de la vie, plus ou moins lyrique de la vie, sans autre précision, que constitue la philosophie de la vie. Et il choisit quelque chose qui est tout à fait différent, qui s'explique sans doute en partie par ce que nous avons évoqué tout au début, c'est-à-dire le choix du concret. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose et c'est ça qu'il a... Enfin, c'est au moins un des facteurs qui l'ont amené à choisir la médecine. Alors, de quelle façon ça s'est fait et à quel moment exactement, ça, je sais moins de choses là-dessus que Jean-François. Je pense évidemment qu'on peut voir ça, par exemple, par contraste avec Bergson. Bon, Bergson, c'est un philosophe de la vie au sens large qui ne s'intéresse finalement pas tellement aux détails des sciences du vivant. Et Canguilhem, dans ce volume, est au début très hostile à Bergson, comme les Pulitzer, pour des raisons politiques, essentiellement le chauvinisme de Bergson pendant la Première Guerre mondiale. Il rencontre d'ailleurs le livre de Pulitzer. Hein. Voilà, il rencontre le livre de Pulitzer avec enthousiasme. Et il est très critique de Bergson. À un moment donné, il se rapproche un petit peu à l'extrême fin, ou dans les textes de 47, par exemple, qui ne sont pas encore dans ce volume de Bergson. Mais en fait, c'est pas la pensée de la vie qui l'intéresse, c'est bien plutôt la connaissance du vivant. Alors, je dirais que c'est, en fait, d'ailleurs, si on regarde ce volume, l'explication l'on peut se donner, c'est qu'il n'est pas un philosophe de la vie, il est un philosophe de la médecine. Et il est philosophe de la médecine pour deux raisons. On voit qu'il y avait deux problèmes qui l'intéressaient. Il le dit très clairement dans ce volume. Premier problème, le problème de la technique comme lieu de la création, et donc il refuse ce qu'il appelle le point de vue positiviste qui fait de la technique une science appliquée. Donc il faut, d'après lui, c'est dans la technique qu'il y a de l'invention, et particulièrement dans la technique médicale, où par exemple dans le cas du chirurgien, il s'agit d'agir sans attendre et sans avoir connaître exactement les causes, le geste, etc. Et donc il y a la témérité de l'action médicale qui est quelque chose de tout à fait essentiel pour lui. Et d'autre part, il y a le problème donc des normes, ce qu'il appelle les problèmes humains concrets, c'est-à-dire les normes. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Et la médecine, là aussi, se pose cette question du normal, à la fois comme fait, mais surtout comme idéal. On pourrait même ajouter le milieu.
Voilà, et effectivement la réaction au milieu. Alors je dirais aussi qu'il y a un point moi qui me semble intéressant sur lequel avait insisté autrefois Claude Debru, c'est la date 1943. Quand en 1943 on écrit un livre où l'on critique la conception du normal comme moyenne, c'est-à-dire ce qui est le plus fréquent n'est pas pour nécessairement normal, on pense à Georges Canguilhem qui avait effectivement démissionné de l'enseignement pour ne pas avoir, dit-il, je n'ai pas passé l'agrégation de philosophie pour enseigner travail, famille, patrie, et donc c'était quelque chose de tout à fait important. D'où le fait que philosophie de la médecine, c'est aussi à cet moment-là une philosophie des normes et des valeurs, je dirais. Alors de ce point de vue-là, il connaît bien la philosophie des valeurs. Il a enseigné à Strasbourg après la guerre et donc il est au courant, je dirais, directement de ce courant. Écoutons François Dagognet évoquer précisément ce travail famille-patrie, cette démission de l'éducation nationale de Georges Canguilhem. Canguilhem, le 1er octobre 1940, il va porter au recteur de Toulouse, car il était professeur de philosophie au lycée de Toulouse, une lettre de démission définitive disant qu'il ne peut pas enseigner la philosophie sous le pétainisme. Vichy étant là, il se retire de l'enseignement. Il ne peut plus être un fonctionnaire. Dites, le 1er octobre 1940. Dites, c'est inouï. Oui. Parce que ce serait en 42 ou 43, il ne serait pas le premier. Mais ce serait déjà héroïque. Mais alors, le 1er octobre 40, il se libère. Et croyez-vous qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont accompli ce geste? Mais là, c'est une prise de position philosophique. Oui, et patriotique. Plus tard, il entrera dans le maquis, etc. Mais rien que cet acte montre que ce philosophe, il met la pratique à l'unisson de la théorie. Ce qui est rare chez les philosophes, ce qui n'est pas toujours le cas chez tous les philosophes. C'est vrai, disons-le quand même, oui, même rapidement. Oui, trop méchamment apparemment, mais enfin, c'est un acte inouï pour moi. Voilà. Alors, c'est déjà un maître rien que pour la conduite de sa vie, et pour le reste, bien entendu, pour moi, l'admiration est au sommet. C'était François Dagognet, le philosophe François Dagognet, au micro de Francesca Piolo. Jacques Bouvresse. Ben ça, c'est effectivement tout à fait exact. D'abord, ce que dit Dagognet. Je pense qu'on pourrait dire, en ce qui concerne le rapport de Canguilhem à la morale, l'important pour lui, c'est d'en avoir et d'en parler le moins possible. Et comme la plupart du temps, ceux qui en parlent le plus sont ceux qui en ont le moins. Il a tendance à penser que c'est peut-être un sujet dont il serait préférable de parler le moins possible, voire même pas du tout. Quand il parle de Cavaillès, c'est au fond ce qu'il est. La première chose qu'il dit, c'est que Cavaillès est quelqu'un qui n'a jamais théorisé la nécessité de résister. La nécessité, il l'a fait, c'est tout. Le moment venu, alors que il y a un bon nombre de gens qui avaient théorisé et discouru sur la question ont été tout à fait incapables de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant. Je pense chez Canguilhem, on pourrait appliquer ça aussi à son attitude à l'égard de la question de la rigueur en philosophie. C'est clair, ce qui compte, ce qui est important, c'est d'être rigoureux et de démontrer concrètement qu'on l'est. Mais les discours qu'on peut tenir sur ce que c'est qu'être rigoureux, sur la façon de l'être, etc., ne sont pas, à ses yeux, d'une grande importance. Cela dit, je pense que la première chose qui saute aux yeux dans le cas de Canguilhem, effectivement, c'est que c'était un homme de caractère, c'est-à-dire qu'il était capable de déterminer une position personnelle et de s'y tenir dans n'importe quelle circonstance, et il a été dans celle-là. C'est-à-dire l'attitude la plus naturelle aurait été l'attitude conformiste. Bon, effectivement, il y a très peu de gens qui ont refusé de prêter dans la magistrature, je ne sais plus combien il y en a eu, je crois, qui ont refusé de prêter le serment à Vichy. Et lui, il a fait, sans hésitation, il a affronté le risque que ça représentait, puisque ça représentait tout de même un certain risque, puisque son traitement de professeur était son gagne-pain. Mais il était comme ça, oui. Il était comme ça. Pourquoi y a-t-il dans le monde intellectuel des gens qui sont comme ça, et pourquoi y en a-t-il si peu? Parce que la plupart du temps, le monde intellectuel se comporte sur ce chapitre-là de façon extrêmement décevante. 1er octobre 1940, donc Jean-François Bronstein, nous avons écouté François Dagognet, et il se trouve que nous pouvons enfin lire le traité de morale et de logique qui, lui, date de 1939.
Oui, c'est un manuel. Alors, c'est une sorte de manuel scolaire, même si le terme ne conviendrait pas tout à fait. Et il se termine effectivement sur l'idée qu'il faut choisir en 1939 entre l'humanité et la barbarie. En gros, il faut choisir. C'est un texte très, très étonnant puisqu'il y a à la fois un côté effectivement de manuel de l'enseignement secondaire qu'il était, et en même temps on voit apparaître effectivement certaines des thèses de Canguilhem, par exemple dans son intérêt pour la biologie, par exemple dans ses réticences relative à l'égard de la sociologie, puisqu'il fait un tri entre les sociologues, je dirais, du fait, les durkheimiens qu'il déteste d'une certaine manière, et des sociologues de la valeur, comme Alvax ou Bouglet, et puis sa critique de la psychologie. Donc on voit déjà, effectivement, la psychologie qui ne peut pas être une science, qui est une prétendue science dans ce volume. Le traité de logique et de morale est aussi l'exemple d'un manuel scolaire parfait pour le secondaire. Bon. On retrouve, alors ce qui va être intéressant, c'est de voir que les cours de Canguilhem dans ces années-là, dans ces archives, sont extrêmement développés et d'une certaine manière, on peut se demander même si Canguilhem n'aurait pas souhaité qu'ils soient publiés, puisqu'ils sont présentés, rangés, classés dans ces archives, et c'est une mine de travail pour les jeunes chercheurs pour les années à venir, je pense. Le mot de la fin, Jacques Bouvresse, peut-être quand même la place de la logique chez Georges Canguilhem, en tout cas chez ce jeune Georges Canguilhem. Alors, ça c'est une question un peu délicate parce que il écrit ce traité de logique et de morale, c'est 39 si je ne me trompe. C'est écrit à une époque où on a encore tendance à associer les trois grandes disciplines normatives, c'est-à-dire l'éthique, l'esthétique et la logique. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait plus faire ça depuis un certain temps d'ailleurs, parce que entre-temps la logique est devenue une discipline mathématique. Donc, si vous voulez, avec l'avènement de ce qu'on appelle la logique symbolique et de façon plus précise la logique mathématique. Donc là, je pense que le traitement qui est proposé évidemment de la logique dans ce traité est à certains égards tout à fait traditionnel et il représente une sorte de chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Mais si on voulait parler de cette question de façon précise, il faudrait, je pense, revenir à nouveau à Cavaillès, c'est-à-dire une bonne partie de ce qu'on peut appeler la relation de Canguilhem à la logique est déterminée par l'intermédiaire de Cavaillès. C'est-à-dire Canguilhem avait beaucoup de considération pour la logique, bien que ça ait été une discipline qui ne maîtrisait pas vraiment, ce dont il était tout à fait conscient. Mais c'est, je pense, essentiellement en considération de ce qu'il avait appris de Cavaillès, qui lui, alors pour le coup, était tout à fait en mesure de suivre réellement l'évolution de la logique et les travaux les plus récents. Mais il a toujours, et ça a eu une certaine importance dans mon cas, il a toujours considéré que les gens qui s'occupaient de logique, c'était le cas de Roger Martin, qui a détenu la première chaire dans laquelle était enseignée la logique dans son état actuel. Ça a commencé en 66, si je me souviens bien, ou un peu avant. Donc, son rapport à la logique, c'est celui de quelqu'un dont ce n'est pas le domaine, mais qui conserve une grande déférence pour quelque chose qui, en partie à cause de ce qu'il avait appris de Cavaillès, de ce point de vue-là, une chose qui conserve une grande importance à ses yeux. Jean-François Bronstein, le deuxième tome des œuvres complètes de Georges Canguilhem couvrira quelle période? Alors, dans l'ordre de la parution, je crois que c'est les tomes qui paraîtront en premier seront les tomes 4 et 5, c'est-à-dire les écrits aussi oubliés à partir de 40 jusqu'à la fin. Et là aussi, on va découvrir un très grand nombre de textes qui n'ont plus jamais été lus depuis longtemps, quand il était inspecteur général de philosophie ou quand il était à la Sorbonne. Vous reprendrez les archives radiophoniques? Ah bah écoutez, alors ça pose un problème technique difficile, c'est-à-dire que la famille de Canguilhem, et conformément à son vœu, ne publiera que les textes qui ont déjà été publiés. Donc la question est de savoir si une radio c'est une publication ou non. Alors dans certains cas oui, dans certains cas non. Alors il faudra les diffuser à nouveau lors de nouveaux chemins de la connaissance. Merci beaucoup Jacques Bouvresse, merci beaucoup Jean-François Bronstein. C'était les nouveaux chemins de la connaissance proposés par Philippe Petit. Vous retrouverez cette émission sur le site internet de France Culture à la page des nouveaux chemins où vous attendent nos téléchargements, les émissions de la semaine, les écoutes en ligne des émissions précédentes,
ainsi qu'une bibliographie. La semaine prochaine, les nouveaux chemins du lundi au jeudi, présentés par Adèle Van Rett, seront consacrés aux philosophes musiciens. Sans oublier le journal de François Noudelman. Et je vous retrouverai quant à moi le 3 février en compagnie du philosophe Michel Guérin. « 10h59 sur France Culture. Dans quelques instants, vous retrouverez Florian Delorme pour Culture Monde.